remercier pour votre invitation. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir assister et participer à cette club. C'est nouveau pour moi, c'est nouveau parce que je ne connaissais pas l'Algérie. Mon premier voyage en Algérie, et c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, merci pour ça. Et donc moi je suis biologiste à la base. J'ai travaillé avec Magic dans le centre qu'il a monté. Et du coup, justement, c'est cet écosystème qui a fait émerger un peu d'autres idées, nos développements, et qui aujourd'hui nous mène à concevoir ça d'une autre manière, d'une manière plus entrepreneuriale. Un peu ce que présente Elias Samy. Bon, moi je suis à une start-up, c'est celle-là. Faut qu'elle marche. Donc voilà, c'était l'introduction. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que j'ai gardé le côté plus création de start-up, etc., pour le workshop de demain sur justement plus cette interaction sur comment monter une start-up. Mais là, c'est plus quel est l'écosystème et quel est le besoin médical et quelle est la synergie qui a fait qu'on est arrivé à ce développement et à ce concept. Alors, cette approche, en fait, on appelle ça l'empreinte tissulaire, donc c'est Tissue Imprint, pour le Biomedical Research. C'est notre startup qui a été créée il y a quelques années, ça s'appelle Magic. Donc, comment est né ce concept-là et cette idée? Finalement, ça vient de l'écosystème qu'a présenté Magic il y a quelques instants. C'est le mix entre des biologistes, des technologues et des cliniciens, dont le principal qui est le professeur qui travaille lui sur les tumeurs, enfin, sur la neurochirurgie en fait, donc sur le cerveau en général. Donc c'est pour ça que notre propension à nous, ça a été d'aller vers ce besoin médical-là. Donc c'est un besoin médical par opportunisme, on va dire, dans le bon sens du terme. On avait les professeurs qui étaient là pour, mais c'est aussi un besoin pour la société. Donc là c'est l'Europe, mais c'est également pareil dans le monde en fait. On voit que avec le développement de l'âge en fait, et la durée de vie, en fait, les maladies neurologiques vont devenir de plus en plus importantes, et ce qui constitue un burden, c'est en français, c'est un poids, en fait, une charge pour la société. Une charge à la fois sociale, mais aussi économique, en fait, parce que, comme on a discuté un peu tout à l'heure, tout ce qui est thérapie sont devenus de plus en plus chers. Il faut pouvoir bien traiter, mieux traiter, en évitant de couler la société économiquement aussi. Donc justement, dans ces approches-là qui sont principalement sur le cerveau, en fait, on assiste à plusieurs développements qui ont été réalisés, mais malheureusement plusieurs échecs aussi. Les bêta-amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer, c'est un échec en phase 3. Les checkpoint inhibiteurs qui sont un succès dans plusieurs thérapies cancéreuses sont un échec en phase 3 dans les tumeurs cérébrales. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, où justement, les thérapies qui sont prometteuses dans différents cancers et cancers solides, quand on passe au cerveau et aux tumeurs cérébrales, ça échoue et ça devient. C'est un échec. Donc, comment on explique ça? Et comment nous on l'explique et comment nous on l'envisage? C'est l'accès au cerveau et l'accès au tissu frais qui permet d'appréhender en fait la pathologie réellement dans son contexte. Donc, les glioblastomes, on n'a pas accès finalement. Le glioblastome, c'est une tumeur cérébrale extrêmement invasive, avec une survie d'à peu près 15 mois maximum. Et c'est des tumeurs qui sont hyper infiltratives et infiltrantes. Et du coup, on n'a pas accès à ces zones d'infiltration, donc on n'a pas accès à un décryptage moléculaire de cette pathologie pour pouvoir proposer des traitements qui sont réellement efficaces. Et ça représente c'est des chiffres qui sont plutôt intéressants pour une startup. Donc je le passe. Dans les maladies neurodégénératives, qui sont aussi notre axe d'intérêt, en fait, puisque les Parkinson, Alzheimer, c'est pareil en fait. On n'a pas accès à ces zones cérébrales parce que c'est une zone ultra fonctionnelle. C'est les noyaux gris centraux, on ne peut pas aller biopsier, on ne peut pas aller faire des prélèvements parce que ce serait létal et dramatique pour le patient. Et donc, on se retrouve avec des maladies qui sont 100% incurables, qui sont actuellement traitées symptomatiquement, c'est-à-dire qu'on va traiter le symptôme, mais le patient va continuer à évoluer et au bout d'un moment, il sera décédé. Donc, notre approche à nous, en fait, et notre concept à nous, c'est que si on a besoin de comprendre et de mieux traiter ces pathologies, il faut y accéder. Il faut pouvoir aller dans le tissu, aller dans le cerveau, aller chercher l'information, la traiter, et ensuite proposer des mécanismes et donc des thérapies potentiellement intéressantes. Alors l'intérêt justement de ce concept-là, et du coup d'avoir eu accès au professeur Nabil, c'est la DBS, qui
qui est la stimulation cérébrale profonde, qui offre un accès finalement à ces zones cérébrales profondes. Donc c'est un accès qui est réalisé pour implanter des électrodes pour traiter le Parkinson. Donc on va aller stimuler l'équipement des noyaux gris centraux. Et en fait, en étant dans ce contexte-là, et en fait, aux côtés de ce genre de praticien, de la neurochirurgie, on est allé au bloc opératoire et on a vu comment se réaliser l'opération. Et en fait, c'est tout simple en fait. On va percer le crâne, le cerveau, introduire des électrodes qui vont ensuite stimuler de manière chronique le patient. Sauf qu'au moment de l'implantation des électrodes, le chirurgien fait passer un stylet métallique, donc une espèce d'aiguille, en fait, pour tracer la trajectoire avant l'implantation finale des électrodes. Et nous, ce qu'on a fait en étant au bloc opératoire, ce qu'on voyait, c'est que ce stylet qui était introduit était retiré et jeté dans la poubelle. Donc on s'est interposé entre le chirurgien et la poubelle, et on a récupéré ce stylet, qu'on a ensuite analysé et regardé de plus près. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'on avait accroché à ce stylet des échantillons moléculaires d'intérêt qui étaient retenus sur ces stylets, qui étaient finalement destinés à la poubelle. Et quand on a fait une analyse un peu plus poussée, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement des contingents cellulaires, des neurones qui provenaient de cette zone stimulée et de cette zone pathologique dans laquelle on n'a pas accès habituellement. Donc c'est la première fois qu'on accède à des zones profondes sur des patients vivants. Et donc ça nous a ouvert l'opportunité de se dire, ok, donc finalement, ces zones profondes et fonctionnelles sont accessibles et peuvent être analysées. Donc on a fait quelques études, ça remonte à une dizaine d'années, donc du transcriptome, un peu de protomie, pour voir si ces échantillons récupérés étaient compatibles avec les analyses omiques. Donc on a montré la possibilité de le faire, de ressortir des informations pertinentes dans la maladie de Parkinson, par exemple. Mais ensuite, on s'est dit, bon, finalement, ça, c'est juste un stylet chirurgical, donc c'est du métal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer, d'optimiser ce type de capture tout en restant non lésionnel? Donc l'avantage d'être implanté au CERA, donc dans on va dire, le microcosme de la microélectronique, c'est qu'on a accès à des matériaux qui viennent de la microélectronique, dont le silicium, qui peut être tuné, modifié à souhait, et donc qui peut être une surface de capture d'intérêt. Donc ce qu'on a développé, c'est un outil chirurgical qui va porter une puce en silicium, et cette puce en silicium va permettre d'avoir une capture optimisée et spatialement orientée de ces zones d'intérêt dans le cerveau. Excusez-moi, donc en fait, cette approche-là, en fait, ça nous a permis de développer une autre approche dans ces fabrications de silicium au CEA, et d'y introduire en fait le besoin biomédical, et donc de développer une fab qui soit compatible avec les bonnes pratiques de laboratoire et qui soit compatible avec la clinique. Donc on a mis en place un nouveau process de fabrication qui puisse être compatible ensuite avec l'introduction rapide en clinique. Donc finalement, si on reprend un petit peu là où on en est aujourd'hui, on a identifié un besoin biomédical. On a démontré que le concept pouvait être intéressant d'aller chercher cette information. On a trouvé une manière de fabriquer, d'optimiser ce concept, de fabriquer des outils qui soient compatibles avec le besoin clinique. Avant de passer à la clinique, forcément, il y a une étape qui va être la validation de cet outil, parce que logiquement, on ne peut pas juste prendre du silicium qui vient de la microélectronique, le mettre dans le cerveau d'un patient, et donc non, on est obligé de passer par des approches qui vont être pour tout ce qui est cytotoxicité d'abord, donc des cellules, voir si elles ne doivent pas, etc. Mais ce n'est pas suffisant, il va falloir aller plus loin. Donc l'avantage là, c'est qu'on avait accès à des modèles animaux, mais aussi des gros animaux, donc là c'est un primate, c'est un macaque. Et donc on a pu mimer l'opération pour voir l'opérabilité du système et ensuite suivre ces petits patients, on va dire, pour voir si ce qu'on faisait était létal, dangereux ou pas. Donc on a fait la biocompatibilité, on a implanté un primate, fait un suivi sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voir si le comportement était modifié et démontrer en fait, une autre approche était non lésionnelle. Au sacrifice de l'animal, on a démontré que finalement, au niveau du cerveau, la réaction était simplement une réaction de cicatricielle. On est invasif parce qu'on fait rentrer un outil dans le cerveau, mais finalement, aucune réaction au silicium n'est démontrée. On a simplement la réaction liée aux astrocytaires autour de la cicatrice, mais rien de plus. Donc on a démontré aussi que la capture qui était réalisée était optimale, qu'elle était sincèrement orientée. C'est-à-dire que ce qu'on a, l'impression que vous avez ici,
elle respectait l'orientation spatiale des éléments tissulaires qu'il y avait dans le cerveau, donc à l'origine in vivo. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on se capturait, c'était une fine couche de cellules, donc l'équivalent d'une layer cellulaire en fait, quelques microns, et que c'était compatible avec les analyses moléculaires. Donc là, on a une courbe de corrélation en fait, entre une empreinte et une biopsie faite au même endroit, et on voit qu'on ressort finalement les mêmes informations. Donc l'utilité et la safety a été démontrée chez le primat. Donc une fois ça réalisé, on a pu déposer un essai clinique à l'agence française du médicament, donc qui a approuvé cet essai, et donc on a pu démarrer un essai clinique dans le glioblastome, qui est la tumeur cérébrale la plus grave. Donc on a développé un outil dédié. C'est là que la startup a été commencé à se mettre en place, a été créée, c'est pouvoir passer cette étape-là. En fait, tous les développements amont ont été réalisés. On a besoin de passer l'industrialisation et la concrétisation finalement de l'idée. Et là, passer par une startup, ça facilite parce que, on va dire que la vitesse de réalisation d'une startup n'est pas pareille que l'académie, c'est important. Les sources de financement sont plus importantes pour une startup, donc ça permet aussi d'accélérer le process. Et donc, l'idée dans les tumeurs cérébrales, c'est de pouvoir faire des multi-empreintes pour pouvoir justement interroger l'hétérogénéité tumorale. On a déposé aussi un essai dans les atomies multipliées. Donc il y a deux considérations pour lesquelles on est parti sur les tumeurs cérébrales, parce que finalement l'idée de principe, elle venait de la DBS, c'est du Parkinson. Simplement pour une raison éthique, il est difficile de pouvoir expliquer et avancer le fait qu'on va développer et introduire une nouvelle surface, un nouveau concept, dans une pathologie qui finalement est une pathologie où le patient vit encore, même quand il est diagnostiqué pendant 25 et 30 ans. Donc le risque-bénéfice pour ce genre de patient est compliqué à défendre. En revanche, c'est triste, mais finalement ça reste un avantage. Quand on est sur des tumeurs cérébrales, finalement le risque-bénéfice est largement diminué parce qu'on est face à des patients qui finalement vont décéder au bout de 6 à 15 mois. Donc là, le risque-bénéfice, c'est horrible à dire, mais le risque-bénéfice est moindre, et du coup ça facilite l'introduction du concept et de l'idée vers une réalisation applicative rapide. Et puis, à côté de ça, il n'y a pas que ce côté-là, en fait, il n'y a pas que l'opportunisme, il y a aussi un besoin médical réel qui est est-ce qu'on peut, avec cet outil-là, interroger l'hétérogénéité tumorale, qui finalement est l'une des limites de la thérapie actuellement dans les tumeurs cérébrales. Donc ça a été démontré par plusieurs articles. Et l'autre élément qui est important dans les tumeurs cérébrales, c'est finalement la récidive. Parce que la tumeur est réséquée chirurgicalement, on va la retirer, c'est ça qui va servir de base pour l'analyse de la tumeur, donc c'est ce que font les anapathes. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est ce qui reste. C'est ce que le chirurgien n'a pas retiré. Et dans 95% des cas, la récidive a lieu dans cette zone péritumorale. Donc, c'est important de se dire, il est important d'analyser ce qu'on a retiré, mais la maladie, elle est dedans. Enfin, elle reste dedans. Donc il va falloir aussi analyser ce qui est resté. Et actuellement, on ne peut pas aller plus loin parce que c'est une zone fonctionnelle. On ne peut pas biopsier parce qu'une biopsie, ça fait saigner, ça arrache le tissu. Donc on n'y a pas accès. C'est là qu'on intervient, et on s'est dit, nous, notre approche, elle est non lésionnelle. On profite de la chirurgie, le cerveau est ouvert, donc on n'ajoute pas une intervention au patient, simplement, c'est ce qu'on voit ici sur ce film, qui est somme toute assez moche, mais qui représente bien ce qu'on fait. Donc ça, c'est une exérèse tumorale, la tumeur a été retirée. Ce qui reste là, c'est le cerveau normal, dit normal, en fait, on va dire, ce cerveau infiltré non retiré. Et ce qu'on va faire avec le outil, c'est qu'on va venir pénétrer un peu plus loin que la tumeur qui a été réséquée, et faire notre empreinte. L'avantage de ça, c'est qu'on peut mapper la zone péritumorale, faire plusieurs empreintes dans ces zones-là. On l'a fait également sur les biopsies cérotactiques. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de la trajectoire de la biopsie pour réaliser des biopsies, pour réaliser des empreintes, dans des zones où la biopsie n'est pas réalisable. Donc, dans la zone normale qui est traversée, dans la zone péritumorale qui est traversée, et finalement dans la tumeur, là où la biopsie sera réalisée. Donc on a accès à de l'information à laquelle on n'avait pas accès avant. Donc ça, c'est le principe même de l'essai. C'est un essai de safety qui a été déposé sur une trentaine de patients. On a 15 patients aujourd'hui, on a pu démontrer la safety. Donc on n'a pas de microsaignement. Sur toutes les biopsies, dans 100% des biopsies, il y a un microsaignement. Et dans 2 à 10%, ça constitue des effets secondaires plus ou moins graves pour le patient.
Donc ça, c'est compliqué pour une biopsie d'être multisite. Parce qu'à chaque fois, on va rajouter ces 2 à 10% de risque pour le patient. En revanche, pour l'empreinte tissulaire, ce qu'on fait nous, il n'y a pas du tout de microhémorragie parce qu'on n'arrache pas le tissu. On fait une empreinte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'empreinte réalisée avec cette fine couche de tissu est compatible avec les analyses moléculaires. Là, on a eu un premier. Enfin, le gros problème qu'on a eu en fait, c'est de convaincre les anapathes, donc les anatomopathologistes, parce qu'eux ont besoin de tissu. Ils ont besoin de regarder quelque chose pour confirmer si c'est une tumeur ou pas. À force de discussion, finalement, et grâce à l'OMS aussi, qui commence à introduire finalement la notation moléculaire comme étant un élément extrêmement important, donc c'est la notation 2016 pour les tumeurs cérébrales, qui introduit de plus en plus les modifications moléculaires, et 2020 qui arrive, qui va elle aussi encore ajouter cette couche moléculaire de plus en plus, démontre en fait l'intérêt d'avoir une empreinte qui est finalement dédiée au moléculaire. On ne retire pas la biopsie reste réalisée et réalisable au sein de la tumeur. Tout ce qu'on apporte nous, c'est simplement un prélèvement supplémentaire qui va pouvoir être vite traité pour faire de l'analyse moléculaire. Et on a aussi des possibilités, ça c'est plus sur le côté recherche, ces empreintes-là peuvent être ensuite mises en culture et avoir accédé ainsi à des cultures primaires en fait provenant de patients. Donc actuellement, en fait, nous, comment on se positionne, et c'est un peu une fois que l'essai de safety a été réalisé, c'est un deuxième essai qu'on va déposer en 2020, c'est se positionner sur l'axe plus thérapeutique. Donc justement pour essayer de contrebalancer les échecs qui ont été rencontrés dans les tumeurs cérébrales, et donc répondre à ce qui pour nous semble être une importance majeure, qui va être l'hétérogénéité tumorale, pour pouvoir mapper la tumeur, proposer une combinaison de drogues, parce que finalement la solution elle est là, elle est sur la combinaison, et l'important c'est d'intégrer dans cette combinaison de drogues l'analyse de l'environnement péritumoral, parce que finalement c'est ce qui reste dans le patient, et c'est ce qui va falloir traiter. C'est pas réalisable avec une biopsie, donc c'est là où notre outil apparaît comme étant essentiel pour ce genre d'approche. Et ce qui nous a lancé un petit peu dans ce type d'étude-là, c'est un papier qui est sorti en 2017 par un groupe à l'UCSF en fait, qui a réalisé des analyses moléculaires en fait, en plusieurs sites de la tumeur, en analysant l'ADN, l'ARN, et en faisant un repositionnement de drogue, en se basant sur les 180 drogues approuvées par la FDA, et faire un repositionnement en fonction des mutations de l'ADN, mais aussi de l'expression de ces ADN en ARN. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux, de pouvoir coupler les deux, pour pouvoir proposer des thérapies ciblées et combinées aux patients. Ils ont fait, c'est une étude préliminaire, donc il y a une vingtaine de patients, et ils ont montré qu'il y avait un gain x2 pour les patients. Donc on passe de 15 à une trentaine de mois, ce qui est quand même considérable. Donc on s'inscrit nous un peu dans cette phase-là, ce qu'on appelle des essais. C'est un nouveau type d'essai, en fait, c'est des essais ombrelles, où finalement il y a une pathologie, mais plusieurs médicaments. Ça se fait de plus en plus aux États-Unis, c'est compliqué en Europe, en France en particulier, actuellement. Si on veut faire ça, il faudrait demander une AMM pour chaque médicament. Ça commence à se modifier, ça commence à se positionner différemment. Par contre, là où il y a une limite importante, c'est la bioinfo. Parce qu'on va avoir besoin, on va avoir une masse très importante de données qu'il va falloir traiter, il va falloir ce qui se fait pas encore de manière en routine en fait. Les mutations génétiques, on arrive à les définir. Par contre, les mutations génétiques associées à leur expression génique en fait en ARN messager, c'est ce qui va être compliqué à faire. Et nous, comme c'est dans un besoin de thérapie au patient, on a besoin d'un retour au maximum dans les 30 jours. Parce qu'il faut qu'on puisse proposer au patient une thérapie, je veux dire, maximum 30 jours après la chirurgie. Donc c'est là où il y a une limite qui se pose, où il faut qu'on avance là-dessus. Des solutions existent, mais c'est encore des solutions plus de laboratoire. Et il n'y a pas de solution réellement open source ou des solutions qui sont établies et standards. Bon, évidemment, en fait, la décision elle viendra pas du bioinformaticien. La décision est soumise à un board, à une RCP moléculaire qui elle décide de la thérapie à donner. Donc ça, c'est notre approche en fait dans les tumeurs cérébrales. Et bien sûr, ce qu'on envisage, c'est de pouvoir proposer ce genre d'approche à différents organes. Et ça, c'est juste une conclusion rapide en fait. On a fait ça dans la tumeur cérébrale, c'est notre centre d'intérêt. Et puis on a aussi demandé une extension de cette approche-là dans les tumeurs pituitaires, donc c'est les anomalies pituitaires.
la chirurgie est différente, on ne pas le crâne, mais on passe par les narines. Donc ça va, pareil, il y a l'accès à la tumeur. Et là, le besoin est différent. Le besoin, c'est de pouvoir latéraliser la tumeur. Donc, en général, les tumeurs qu'on ne voit pas à l'IRM, donc les micro-adénomes, en particulier les maladies de Cushing, sont difficilement identifiables sur l'IRM, et du coup, le chirurgien ne sait pas si elle est à gauche, au milieu ou à droite. Et dans ce cas-là, il retire. Il fait une hypophysectomie totale, et du coup, c'est compliqué, et pour le patient, ensuite, c'est radical, donc il faut un complément hormonal à vie. Donc l'idée, c'est de pouvoir latéraliser la tumeur et retirer que ce qui est intéressant. Donc là, on entre plus dans une approche d'anatomopathologiste et d'analyse extemporanée au bloc opératoire, et ça rejoint aussi un peu ce que font les microbiologistes, c'est-à-dire qu'on a utilisé l'approche technique de base en se disant, ce qu'on va faire, c'est prendre une bande rétrospective, identifier les profils spécifiques de la tumeur et du tissu sain, construire une base de données de ça, et ensuite venir l'interroger quand on est au bloc opératoire pour voir si le profil correspond à du sain ou à du pathologique. Donc là-dessus, on a une quinzaine de patients. On a démontré que sur l'outil d'empreinte, c'est ce qu'on voit par ici, c'est l'outil d'empreinte, donc c'est la puissance silicium. Ça, c'est la tumeur correspondante. Et on voit qu'on a une corrélation de signature entre les deux. Donc finalement, ce qu'on accroche sur votre puissance silicium est analysable en spectrum de masse et permet d'identifier, de latéraliser la tumeur. Cette réponse-là peut se faire en une quinzaine de minutes. Donc en sortie de narine, on est à 15 minutes, on donne le résultat au patient, au chirurgien, par contre, ça lui permet de savoir en temps réel quelle partie d'hypophyse retirer et surtout laquelle conserver pour le patient. Donc voilà, donc là c'est un essai clinique sur une vingtaine de patients, on doit être à 15, c'est un essai qui va se terminer début 2020. Et voilà,